Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut Gunners et bienvenue dans un nouveau débrief de Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Aujourd'hui, on est lundi, on est lendemain de victoire et on va débriefer de la rencontre de dimanche soir qui opposait Arsenal à Manchester City. Pour m'accompagner, les deux experts du jour. Il y en a un qu'on ne présente plus, vous avez l'habitude de le lire, vous avez l'habitude de l'entendre maintenant sur les podcasts. Je vous présente Jonathan. Salut Jonathan. Salut Raoul, Salut. bonjour à tous. Comment ça va le lendemain de victoire? On le vit bien? Bah ça va pas trop mal, hein. Non, c'est cool, bonne vibe. Ouais. Et pour nous accompagner, Jonathan, je vais pas dire un petit nouveau, mais c'est une première dans un podcast coup de canon en tout cas. Journaliste sportif à Canal+, vous avez peut-être entendu sa voix lors du match de Ligue des Champions entre la Juventus et Benfica, puisqu'il a eu le privilège et l'honneur de le commenter. Antoine qui fait plein de choses chez nous dans l'assaut et qu'on aura probablement un jour l'honneur de recevoir dans un face-à-face. J'ai nommé Antoine. Antoine, sois le bienvenu. Salut Raoul, salut Jonathan, salut à tous. Bon, messieurs, je le disais, lendemain de victoire et quelle victoire, ça fait vraiment plaisir. Et on va essayer tous les trois de débriefer de cette rencontre. Traditionnellement, vous le savez, on commence toujours par l'instant passion, le coup de cœur ou le coup de gueule, sur lesquels nous reviendrons tout au long de cet épisode. Jonathan, je te propose de commencer. Quel a été ou quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule sur la rencontre d'hier? Bah, ça va être un coup de cœur et ça va être réaction et résultat. C'est bien, t'es constant, tu ne changes pas, c'est très bien. Ok, et toi, Antoine? Moi, c'est le fait qu'on ait enfin inversé le rapport de force avec Manchester City. Ouais, et moi j'en ai un. Pour une fois, je vais nommer ça la jeunesse dorée. Et bah, vous comprendrez au travers de ce podcast-là que d'après moi, avec les performances d'MLS et les entrées de Nwaneri, je pense que si on fait pas n'importe quoi au niveau du club, on a encore de belles années devant nous. Messieurs, rentrons dans le vif du sujet et parlons compo. Alors, la compo, avant de la donner, point infirmerie, point disponibilité des joueurs, on avait une petite incertitude sur Raya euh, quelques jours et quelques heures avant le match, mais c'est une incertitude qui a été assez rapidement levée finalement. Donc, on n'a pas vu Neto. Voilà, ouf, heureusement. Sinon, les revenants ne se sont pas reblessés et les blessés sont toujours blessés. Donc, pas vraiment de surprise. La seule interrogation pouvait être sur la ligne d'attaque. Est-ce que Nwaneri avait gagné le droit d'être titulaire sur cette rencontre-là avec ses dernières performances? Alors, dans les buts, David Raya, de droite à gauche, défense à 4 avec Timber, Saliba, Gabriel et le prodigieux et prodige Lewis Kelly, milieu à 3 traditionnel avec Thomas Partey en 6, Rice en 8 et Odegaard en 10, et devant. Arteta a finalement fait le choix de titulariser Trossard à gauche, Martinelli à droite et Kai Havertz dans l'axe. La question est traditionnelle, messieurs. Jonathan, tu la connais par cœur. Antoine, peut-être un peu moins, mais elle va être très simple. Qu'avez-vous pensé de cette compo au moment où vous en avez pris connaissance? Bah, c'est l'équipe qu'il fallait mettre, hein. Il y a très peu de doutes, peut-être juste sur le fait qu'on pouvait mettre Calafiori à gauche à la place de Lewis Kelly. À part ça, il y a rien de très surprenant. Et la confirmation Trossard devant aussi, qui était bien titulaire à la place de Nwaneri. Mais enfin, aucune surprise, je trouve, dans cette compo. Ouais, alors par contre, est-ce que vraiment tu pensais, bah, tu espérais voir Kyle Fury, tu pensais que Arteta doutait encore ou Bah, en fait, je pense qu'il a fait le choix de Lewis Kelly qui était plus dans la continuité. D'ailleurs, Lewis Kelly, parce qu'il ne, il pouvait jouer et son carton rouge a été annulé, Mhm. sinon il n'y aurait pas eu de débat. Mais je pense que les deux se valent en fait dans leur registre. Donc j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, je ne peux pas déterminer
lequel est meilleur que l'autre. En l'occurrence, Ah ouais. la performance de Lewis Kelly nous a montré qu'il a fait un bon choix. Alors pour moi, petite parenthèse, mais pour moi, Lewis Kelly, il est tellement devant Calafiori. Jonathan, qu'en as-tu pensé? Mais écoute, on en avait un petit peu discuté avant le match, on était plutôt d'accord. Moi, c'est vrai que j'aurais été partisan d'un Nwaneri à droite, Havertz, Martinelli. Surtout parce que j'aime beaucoup l'impact de Trossard quand il sort du banc. Et donc, Hmm. c'était un peu ça l'idée, c'était de commencer avec Nwaneri à droite, quitte à ce qu'en deuxième période, 60, 70e, il sorte que Trossard rentre et qu'on bascule Martinelli de l'autre côté pour que Trossard enfin, que Trossard vienne achever un Nunes un peu fatigué. Bah, écoute, après, force est de constater que la sélection était la bonne et que ça a eu l'effet escompté. Et que Trossard a Donc été voilà. finalement impactant dès le début de la rencontre, mais on va en parler juste après. Absolument, Et après, c'est absolument. vrai, le problème aussi, c'est que si tu titularises Nwaneri à droite et que tu mets Martinelli à gauche, Martinelli, depuis le début de la saison, il a une telle inconstance à gauche, contrairement à droite, où il est quand même, je trouve, moi, beaucoup plus rassurant et percutant. Peut-être plus à l'aise cette saison, je sais pas. Donc ouais, c'était des choix qui étaient un petit peu compliqués. En tout cas, euh, pour moi, c'était, excepté Nwaneri, mais c'était le meilleur 11 que l'on pouvait mettre de toute façon, sachant que avec les blessures, Saka qui va pas revenir avant encore, à mon avis, 2 bons mois, White qui est encore sur le retour et qui n'est pas fit. Et pour le reste, bah, de toute façon, vous savez, bah, Jonathan, tu sais ce que je pense de Merino, donc j'espérais vraiment pas voir Merino titulaire sur ce match-là, et que ce milieu à 3, notamment la paire Rice partait. Franchement, il y a quand même 2 grosses paires chez nous, Arsenal, c'est Gabriel Saliba et Rice Partey. Et quand ils sont au niveau qui est le leur, bah, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on est au rendez-vous depuis les dernières années, quoi. Tu disais, Antoine, pardon? Non, tu m'as fait rire quand tu as dit il y a deux grosses paires dans cette Ouais, équipe. ouais, non, t'as eu peur, La manière de hein? dire la chose. Ouais. Non, non. Pardon. Allez, on rentre dans le vif du sujet de cette première période. Parlons globalement de cette première période avec, puisque on va y venir tout de suite, puisqu'on marque dès la deuxième minute de jeu, sachant que c'est City qui a eu l'envoi, oui, qui a eu le coup d'envoi. On a pressé tout de suite et très rapidement, City a voulu mettre le jeu qu'on lui connaissait les années précédentes, à savoir on repart proprement de derrière, on construit, etc. Bah, c'était sans compter finalement d'une part le pressing plus que judicieux de Trossard sur Akanji, la perte de balle d'Akanji, et en fait après ça va vraiment super vite, récupération haute de Rice qui la remet en une touche sur Havertz, et qui, en fait je crois que c'est vraiment pour ça que j'aime ce joueur. Alors certains diront que il la donne à Ødegaard parce qu'il est en manque de confiance, mais en fait, le vrai geste, il est là. C'est la passe D plutôt que le but. Mais Antoine n'est déjà pas d'accord. J'adore quand mes experts hochent de la tête comme ça, Antoine, parce il y a un vrai débat derrière. Mais en tout cas, pour moi, c'était le geste à faire. Et Ødegaard, en plus de ça, qui sortait de quelques performances plus qu'inquiétantes, marque, et lui, ça donne de la confiance à l'équipe, ça donne de la confiance à Ødegaard. Voilà, c'est le début parfait dans une rencontre que on attendait quand même depuis un certain temps. Messieurs, je vous laisse la parole, et surtout Antoine, je te laisse m'expliquer pourquoi tu hoches de la tête. Non, mais alors, je trouve que sa passe, elle est quand même loin d'être parfaite. J'ai l'impression qu'il lui envoie un peu le ballon comme s'il lui brûlait les pieds, quoi. Donc ça va, au final, ça fait but, mais je pense que moi, à ce moment-là, de ce que j'attends d'un attaquant de pointe, c'est qu'il tire. Bon, il y a but, etc. Voilà. Et ce qu'il fait, c'est altruiste. La frappe d'Odegaard, elle est aussi déviée. Enfin, tu vois. Euh, Après, automatiquement, quand on parle de cette action, on peut parler de celle 20 minutes après où il tire à côté sur un penalty, quoi. Et à ce moment-là, on ressent un petit peu, je trouve, son manque de confiance. Mais tu as raison, c'est un geste altruiste et ça termine par un but, donc peu importe. Jonathan, ce but, il Je suis assez soulage. je suis assez d'accord avec Antoine. Moi, quand on voit Ah ben Havertz dans voilà. cette position, on se dit, non, mais il doit prendre sa chance, il doit tirer. Oui, bien sûr. Surtout qu'il met sa petite passe à Ødegaard qui a quelques petits rebonds qui est. Ah, mais c'est pas un cadeau, hein.
avant la frappe c'est pas un cadeau, qui est bien mise. Et c'est vrai que bah, si on fait un fast-forward de 26 minutes et qu'on arrive là au manqué d'Averse, je dis waouh, on a eu un gros raté quand même. Euh, et avant, bah, cette passe, enfin, qui est une passe décisive, hein, très bien. Mais moi, à ce moment-là du match, je suis pas rassuré pour lui. Pour Havertz, tu veux dire? Ouais, je suis pas Ouais, je suis rassuré pour d'accord. Avert à la 26e. D'accord, Donc, donc on est déjà à la 26e. Ok, d'accord, très bien. Oui, oui, d'accord, ok, je comprends. Donc, ça fait un zéro il avait déjà tiré une première fois au but aussi dès l'entame de match, hein. Je crois qu'il a dès la fait un première tir au minute, bout ouais. de 30 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, en tout cas, quoi qu'il arrive, son choix est le bon puisque on ouvre le score rapidement. On va continuer à mettre de l'intensité. Il y a un but refusé de Martinelli pour un hors-jeu où il y a hors-jeu sans discussion aucune. Euh, il y a cette 26e, 27e où effectivement, et c'est ce que je pense on reprochera à Havertz tout au long de aussi longtemps qu'il restera à Arsenal, vraiment je pense. Euh, un neuf ne peut pas manquer cette occasion-là. En gros, il y a une récupération de balle très haute. Il est ouais, sensiblement au point de pénalty, peut-être un petit peu derrière. Il a le gardien devant lui. Il y a un défenseur de City qui est derrière le gardien qui essaie de couvrir un peu sa ligne. Et Avert veut la placer ras du poteau. Bah, finalement, il se trompe de côté. Ah, voilà, donc ça sort en 6 mètres. Et là, quand il la loupe, après, tu sais, je vais pas dire l'admiration parce qu'on n'en est pas là du tout, mais Jonathan, tu connais mon attachement pour ce joueur-là. Et là, je me dis, ouais, le pauvre. Et là, je suis directement allé voir sur les réseaux. Je dis, ouais, putain, ça y est, il en prend plein la tronche. Effectivement, il n'a pas le droit de manquer. En tout cas, la frappe doit être cadrée. Voilà. Voilà. Le gardien doit faire un arrêt exceptionnel. Le défenseur doit sauver sur sa ligne, etc. Mais dans 80% des cas, avec un vrai neuf, ça doit faire but. Mais Averse n'est pas un vrai neuf. 99% des cas, dans Ouais, 99. avec un vrai neuf. Mais Averse ne sera jamais un vrai neuf qu'on peut. De toute Oui, façon, oui, 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 je suis d'accord. on aura ce débat aussi longtemps que vous voudrez, mais ça sera jamais un vrai neuf. Mais il sera jugé comme un neuf puisque c'est la position dans laquelle il joue. En tout cas, effectivement, on continue à jusque là, on continue à leur mettre la pression. Euh, et après, là, il y a. Parce que, encore une fois, hein, on a gagné 5-1. Je le rappelle, je ne suis pas un haters, mais j'essaye vraiment d'analyser cette rencontre-là avec tout le bonheur qu'elle a pu me procurer, mais avec beaucoup de recul pour essayer de me projeter aussi dans l'avenir, sur la fin de championnat, dans ce que va être capable de faire mercredi à Newcastle, ce qu'on va être capable de produire et de proposer en Ligue des Champions. Et là, en fait, on retrouve un Arsenal dans la gestion. À un moment donné, on a voulu de nouveau gérer ce 1-0 je trouve, assez tôt. Et c'est là où on a commencé à donner de la matière à City pour qu'il puisse commencer à nous emmerder, excusez-moi du terme, à nous embêter. Et je trouve que en faisant ça, chaque fois qu'on gère, on se met en difficulté tout seul. Et sans un grand Raya, et oui, vous m'avez bien entendu, sans un grand Raya, on rentre pas à la mi-temps sur le même score et la physionomie du match n'est pas la même. Parce que rappelons-le, quand même, Raya fait en première mi-temps, je crois qu'il fait deux arrêts Ah bah oui, qui sont sur le décisifs. corner et Sur le corner où il a la main ferme, la main gauche qui est ferme et qui envoie la balle sur la ordinaire ça. transversale. Et tu vois, comme quoi, Jonathan, on peut s'améliorer. Il arrive même à stopper de sa main droite sur son côté fermé, côté où généralement il est assez faible, sur une deuxième occasion. Et il fait vraiment deux arrêts pour le coup très décisifs qui nous maintiennent dans cette première période et qui nous permettent de rentrer au vestiaire. C'est le score de 1-0. Mais moi, cette gestion que l'on a voulu mettre en place me dérange toujours autant et me dérangera toujours autant. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas à étouffer, à vouloir enfoncer l'adversaire quand tu mènes que 1-0. Est-ce que vous avez partagé au moment du match, est-ce que vous partagez cette analyse-là ou pour vous, on n'était pas dans la gestion et c'est juste City qui a augmenté son niveau de jeu? Raoul, moi, la fin de la première période, j'avais l'impression de revivre la seconde période du match aller, où on était complètement étouffé. Mais sauf qu'au match aller, on avait un joueur de moins. Alors que là, on était à 11 contre 11. Donc, je t'avouerais que ça, ces 15 minutes m'ont un petit peu m'ont pas rassuré.
Moi, je suis pas content de la première mi-temps de manière générale, en fait. Je pense que ce but qu'on marque à la 2e minute, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Et Ouais, Marketo. derrière, on est, je trouve, apathique. Et hormis, une fois qu'on a passé la 10e minute de jeu, alors ok, on laisse le ballon très bien à une équipe qui aime bien l'avoir. Mais waouh, nous, si c'est Ortega dans les buts et Paraya, il y a 2-1 pour City à la mi-temps. Et qu'est-ce qu'on fait comme analyse? Bah ouais, on prend 2 buts parce qu'on est passif, parce que on manque un petit peu d'entrain, parce que à part Odegaard, quand Odegaard n'est pas là à dire faut qu'on monte, faut qu'on sorte pour essayer de récupérer le ballon, il y a personne qui décide pour lui. Donc en fait, il faut vraiment qu'on gère beaucoup mieux ces temps forts où on mène 1-0 et on doit essayer de marquer un deuxième but parce que ça nous est déjà arrivé plein de fois cette saison où on menait au score et on s'est fait rattraper. Et si on a envie d'être dans la course au titre avec Liverpool, eh ben, contre les petites équipes entre guillemets où on devra faire le jeu, ça marchera pas ça. Donc je sais pas comment juger le niveau vraiment de cette équipe de City, mais la première période, on doit faire ce qu'on fait en deuxième en fait après le but d'Haaland, eh ben on doit le faire pendant toute la première période en fait, parce que je pense qu'on en est capable. Alors, je vais pas dire que je suis content de vous entendre dire ça, mais un petit peu quand même, parce que je suis pas le seul à penser ça, et que finalement, on n'est pas, Méchad ou moi ou d'autres, on n'est pas des anti-Arsenal, je le répète, mais on est vraiment dans cette analyse objective du match, et j'y reviendrai dans la deuxième période, parce que finalement, le score est très lourd, mais on marque quand même, je crois, 2 ou 3 buts qui sont déviés à chaque fois. Oui, mais ça après. Alors après, les buts, on les prend, hein. Mais je veux dire, sur ce match-là, on a quand même beaucoup de réussite, faut le dire, de façon globale. On joue quand même un adversaire qui est moi, j'ai pas reconnu Manchester City. Faut dire les choses comme elles sont. On a nos problèmes de blessures, ils ont les leurs. Mais ce qui se passe cette année à City, c'est quand même invraisemblable par rapport au niveau proposé par cette équipe sur les dernières années. Alors après, Je veux juste un petit bémol, Raoul. Ils ont eu un gros trou d'air, c'est sûr, mais ça fait quand même un petit moment où ils sont quand même ils étaient quand même sur un rythme assez ascendant, hein. Hormis Ils ont le battu PSG au Chelsea. mois de, Oui, oui, bien sûr. ils ont, ils ont- Mais tu retrouves pas, sur ce tu match-là, je retrouves suis pas d'accord, là-dedans. mais Mais la même forme du moment était quand même plutôt pas mal. au niveau des résultats, je suis d'accord, mais au niveau de l'ADN du club, de ce que Pep a voulu mettre en place dans le niveau du jeu, etc., tu retrouves pas quelque chose qui est complètement fluide, lissé, etc. Alors en plus de ça, il y a quand même pas mal de recrues qui sont arrivées cet hiver, parce que oui, il y a eu un mercato d'hiver qui va se terminer ce soir d'ailleurs, et il y a des clubs qui ont recruté. Bizarrement, il y a quand même des clubs qui arrivent à recruter. Donc voilà. 152 millions pour City, ouais. Ouais, mais donc voilà. Après, on voit une équipe qui est quand même dans un. Je pense que ça va être une année de comment dire, je sais pas, Bah, pour eux, il faut se qualifier en Ligue des Champions maintenant parce que ce serait quand même une tâche de voir Manchester City en Ligue Europa la saison prochaine, hein. C'est Ouais, leur et objectif tu vois, maintenant, hein. et City même malade finalement, avec la période catastrophique qu'ils ont vécue, n'était au début de la rencontre qu'à 6 points d'Arsenal. Et ce match-là, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'était ce que j'appelais moi un match à 6 points, parce que en cas de victoire, tu les mettais à 9 points et tu avais quand même un coussin assez confortable. Par contre, en cas de défaite, il revenait à 3 points, et je pense que peut-être la spirale pouvait s'inverser, notamment en cas d'élimination mercredi à Newcastle au niveau mental, etc. Mais on va maintenant débriefer de la deuxième période, messieurs, si vous voulez bien. Début de deuxième période, côté Gunners, aucun changement. Je crois que niveau Citizen non plus, si je me trompe pas. Donc on reprend Non, il n'y a pas de changement. les mêmes 11 de départ. Et ce que moi je craignais en première période, les différentes alertes de City, finalement, très rapidement dans cette deuxième période, au bout de 10 minutes, donc à la 55e minute de jeu, City égalise sur un but d'Haaland. Alors, ça m'a fait chier pour 2 raisons. L'égalisation et le buteur, je vous le dis franchement. Parce qu'en fait, ce match-là, moi, je l'attendais vraiment depuis le match aller. Mais en fait, je voulais juste qu'on ferme sa bouche à Haaland. Le stay humble de fin de match, j'avais trouvé ça tellement hallucinant que en fait, je voulais vraiment gagner, parce que j'aime gagner les matchs, mais je voulais vraiment qu'on lui ferme sa bouche. Et là, le fait qu'il marque, je lui dis waouh. Ok, comment nous on va réagir? Alors, on va parler rapidement de ce but-là. Erreur, pas erreur, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a un centre qui vient de la Droite. droite
de Savigno, je crois, Ouais. Le qui mouvement était, le mouvement de Savigno, il est excellent parce qu'il part de la gauche. Il écarte sur la droite et en fait, il vient faire l'appel en diagonale. Personne ne le suit vraiment. On est sur un marquage en zone et il se retourne en même temps, en plus, c'est ouais, superbe. centre. Et alors, par contre, après, voilà, Haaland, j'aime pas, mais battre Saliba de la tête, alors Saliba qui pour le coup n'est pas forcément super bien placé, mais l'extension qu'il a et comme il ramène la balle parce il est vraiment en fin d'extension et ramener la balle comme il la ramène et catapulter parce qu'il met quand même un sacré coup de boule, euh, je trouve. euh, c'est quand même fort. Après, ça reste, c'est pas un peintre, hein, voilà, faut dire les Bah, c'est choses le comme meilleur elles neuf du sont. monde. Et lui, pour le coup, c'est un vrai neuf. Tu vois, voilà, Oui, bah, c'est un vrai neuf. Donc du coup, mais Saliba défend à égalisation. l'envers. Ouais, oui, oui, il doit être Ça peut positionné lui de l'autre arriver, mais là, côté. pour le coup, ouais, là, il est à l'envers. Ouais. Mais gros avantage, c'est qu'en fait, on n'a même pas le temps j'allais dire, de faire pipi culotte, que notre Ghanéen, le Partey, qui actuellement affiche quand même un niveau de forme quand il évolue en 6 qui est assez incroyable. Et c'est hallucinant de dire ça, sachant qu'il est en fin de contrat et que probablement à 95%, on ne le renouvellera pas, voire même 99%. Ce qui est assez paradoxal parce que il prend de l'âge. Cette saison, il est épargné par les blessures. Et quand il joue en 6 il est assez extraordinaire. Moi, en première période, juste pour une petite parenthèse sur Partey, j'en avais parlé, je sais plus avec qui, je crois que c'est avec toi, Jonathan. Mais moi, je trouvais qu'il était un peu trop sur le côté droit et j'avais dit qu'il fallait qu'il se repositionne un peu plus de façon axiale parce que en première mi-temps, il était assez à droite et du coup, ça laissait quand même la verticalité plein axe qui m'embêtait un petit peu. Mais en deuxième mi-temps, il a recadré la chose et notamment avec Rice qui est descendu un peu plus bas. Mais en tout cas, c'est une balle perdue de Phil Foden, interceptée par Partey, plein axe. Il avance, il frappe. La balle, elle est détournée par Stones, si je me trompe pas. Le gardien est Ça. battu, ça fait 2-1. Et là, le gros avantage, c'est que avant de parler de l'enchaînement qui va suivre 5 minutes après, mais finalement, on n'a pas le temps de cogiter et je crois que ça assomme. En fait, je pense que c'est vraiment le but qui assomme à 90% les Citizens, sachant que MLS va venir terminer le job. Sur ce but-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, vous avez envie de dire quelque chose de spécial ou pas? Mais je pense Bah, que quand on pense à toutes ces frappes qu'a mis Partey Tous les pigeons dans les tués. gradins de Ouais. l'Emirates, Mm. je crois qu'il en est à 3 buts ou 4 buts peut-être depuis le début de saison. Je crois qu'il avait marqué contre Aston Villa au mois d'août. Euh, bon, bah, pas il prend sa revanche sur lui-même, mais c'est bien de voir que ça rentre et quand ça rentre. Je crois qu'il y avait Tottenham aussi contre qui il avait marqué. Donc, c'est top qu'il puisse signer un but aussi important en tout cas. oui, puis on sent à ce moment-là, même je trouve sur la célébration du but de City, on sent qu'ils sont pas. Ok, ils ont marqué, ils ont égalisé, mais tu sens pas une joie non plus immense et tu sens qu'il y a un truc qui va pas dans leur match et qu'ils ont du mal à, à mettre en place leur jeu. Et là, en plus, quand tu vois, là, encore une fois, le but, il est offert, hein, c'est une mauvaise passe. Hein. C'est pas du tout un but qu'on construit ou quoi, Mm, c'est mm. n'importe quoi, Foden, là, qu'on voit une saucisse au milieu. Et voilà, donc après, c'est très bien. C'est très très bien. Et à ce moment-là, quand tu marques le 2-1, tu comprends que tu vas gagner le match. Et ça, Ouais, déjà, c'est bien. en fait, quand on marque, je pense que vous l'avez aussi ressenti, il y a cette impression des fois inexplicable de dire, en fait, ce match-là, tu peux pas le perdre, quoi. Mais par contre, tout à l'heure, je vous le disais aussi, euh, la frappe, elle est contrée. Vraiment, si elle n'est pas contrée, je ne sais pas où elle va, cette frappe. Mais j'ai Bah, sur le aussi, gardien. j'ai aussi envie de dire que on a beaucoup de réussite, mais qu'à un moment donné, la réussite, elle se provoque, tu vois. Et on a rien sans rien, finalement. Mais Parce que, contre City, quand on prenait 5-0 les années précédentes, on avait l'impression que le sort s'acharnait sur nous, ouais, que les buts étaient contrés, qu'on prenait des trucs qui venaient de nulle part. Donc c'est ça aussi, ce qui se passe quand on prenait des tôles dans toute l'Angleterre contre Liverpool, etc. C'était toujours pareil. On avait l'impression que le sort s'acharnait sur nous. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé dans le sens inverse. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à un petit peu appréhender, parce qu'on ne connaît pas ce genre de situation. C'est un peu la réussite du champion. Bon là, on ne sait pas si on sera champion, mais c'est un peu ce genre de situation où on arrive à débloquer la chose. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y en a 5.
C'est pas faux. Du coup, on mène 2-1. 5 minutes après, la pépite, il va de son but, son premier but en PL, si je me Son premier but, trompe pas. Son premier but. but Tout tout court, court, je je crois, crois. hein. Ouais, 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 tout court. Euh, je parle bien évidemment du jeune Miles Lewis Kelly, qui est servi par. Bon, servi. Je sais pas si c'est considéré comme une passe D. Ah C'est bah la bien sûr que si. dernière. Ouais, dernière Ah bah passe, ok. bien sûr que si. Bon. Il fait 2 contrôles après, il y a but. Donc oui, bien sûr que oui. Ok. Bon, après, je veux dire, mais je veux dire, c'est pas la passe qui te met dans des dispositions, tu vois, où tu pousses la balle au fond. Parce que Comme la contrôle passe du pied d'averse, quoi. droit, crochet sur Stones du pied gauche, il enroule. Ortega la détourne dans sa lucarne finalement, mais n'arrive pas à la sortir. Ça fait 3-1. Et est-ce qu'on peut, messieurs, s'attarder sur l'audace et l'insolence de ce gamin de 17 ans qui va aller quand même faire une petite dédicace à Haaland en faisant cette célébration qui a fait le tour des réseaux et le tour du monde. C'est quand même culotté, je trouve, à cet âge-là, non? Non mais il a une personnalité qui est énorme. Déjà, moi je trouve que pour un joueur de 18 ans qui est titulaire dans ce genre de match, c'est extraordinaire. On l'a vu au match aller quand il avait pris son carton jaune, etc. Il est, je pense, pas mal dans la provoque, dans le chambrage et tout. Et il a beaucoup de caractère pour un joueur de 18 ans. Et ça, Mm. c'est énorme. Et pour un latéral, en fait, qui pourrait parfois jouer avec la peur, ce genre de match, il n'a pas joué avec la peur. Et son but, n'importe quel joueur de 18 ans, il se dit je vais frapper du gauche parce que voilà, enfin, je vais pas faire un dribble ou quoi. Il se met sur son pied droit, ce qui surprend tout le monde. Il fait cette frappe enroulée comme ça, un peu comme un attaquant. À cet endroit-là, en plus, où il est positionné, il fait un appel dans la surface. Enfin, c'est un déplacement qui est énorme et il y a beaucoup de personnalité et de caractère. Par exemple, je pense pas que Zinchenko aurait fait ce genre de choses. Ou voilà. Donc il y a aussi cette insouciance dont il faut profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Mm. Mais et derrière la célébration, c'est extraordinaire en fait. Ouais, c'est un sang-froid énorme quoi. Les Anglais vont adorer ça. Et tu parles des Anglais, mais moi je pense que MLS sera convoqué Très rapidement. au prochain rassemblement. Je pense que s'il n'y a pas de blessure, il sera dans le groupe très 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 rapidement. En termes de latéral, en plus de latéral qui joue, parce que je veux dire, on dit il a 18 ans, mais il s'est quand même imposé et c'était clairement pas le choix numéro un en début de saison d'Arteta. On a quand même recruté notamment Calafiori pour prendre cette place-là. Alors les blessures ont fait que, mais je veux dire, c'est un gamin qui a saisi sa chance et franchement, bah, c'est ce qu'il fait, c'est assez, c'est c'est beau quoi. Ce qui est énorme, Ce qui est énorme, c'est que il a bien sûr ce caractère assez particulier, comme Antoine l'a dit, où il prend un carton jaune au match aller, alors qu'il n'est pas encore rentré sur le terrain, hein. Il a encore 0 minute de PL au compteur. Il prend ce carton jaune à l'aller quand il dit à Raya de rester au sol. Il rentre après. On a vu après. euh, on l'a vu à l'œuvre aussi contre Tottenham dans le dernier NLD, Oui, exactement. quand il sort, Ouais, où ça, il ouais. est énorme. Mais il a une grande gueule, mais il a tout ce qu'il faut derrière. C'est pas il a une grande gueule et c'est tout. Moi, je trouve que ses performances, à chaque fois qu'il récupère le ballon dans sa défense, il arrive les joueurs, la seule façon qu'ils ont de l'arrêter, c'est de faire une faute dessus. Sinon, il arrivera toujours à récupérer la balle et à amener une progression derrière. Je crois que c'est en première période où il fait progresser le ballon de 40 ou de 50 mètres sur son couloir. C'est impressionnant. Pour un joueur de cet âge-là, c'est hallucinant, là. Ouais, franchement, Je pense on c'est attend vraiment plus une une belle marge de réussite. progression sur l'aspect plutôt défensif, parce que sur l'aspect jeu courant, etc., il est excellent. Et là, sur le court terme, je pense qu'il faut essayer d'avoir un progrès plus rapide sur ouais, l'aspect plus défensif. Et ça peut ouais, très vite devenir un joueur qui soit incontournable à ce poste-là. Bah, clairement. Sachant que en termes de duel, j'allais dire au corps à corps, il est déjà très bon. Dans l'interception, de la lecture du jeu, il est très très bon. Vraiment, il a un sens du placement qui est assez exceptionnel pour son âge. Dans la, il est à l'aise, balle au pied. Dans la relance et dans la contre-attaque, on va dire, il est à l'aise. Bon, sa taille fait que ça sera jamais un très grand joueur de tête, voilà. Enfin, Mais il a Écoute, Raoul, ouais. duel. Duel gagné 6 sur 7. Duel aérien 2 sur 2. Le mec a quasiment fait un Ah bah perfect, tu quoi. vois, bah ouais. Ouais, franchement, chapeau. Du coup, on mène 3-1 et là, franchement, on se dit, waouh,
C'est ouf. Après, moi, clairement, à ce moment-là, je dis, OK, 3-1, je signe, très bien, il y a pas de souci. Sauf que, donc c'est le moment où Pep décide de faire des changements. Foden sort pour McAtee. Marmouche cède sa place De Bruyne. à De Bruyne. Ça, c'était à la 72e. Et 76e, bim bam boum, le 4-1 avec Martinelli qui, sur sa lancée côté droit, sert Havertz. Et pour le coup, tu vois, on parle de vrai numéro 9. Mais le geste d'Havertz, même si j'ai vu hein, sur Discord qu'on dit que Ortega, en fin de match, il plonge même plus, etc. Mais le geste d'Havertz, l'enroulé du gauche, c'est un. Moi, j'adore ce genre de but-là, un petit peu à la Thierry Henry, où il y a plus la précision que la puissance, tu vois. Ça, je Mm. trouve que quand tu es attaquant, c'est un kiff, mais ultime. Tu vois, quand t'as pas besoin de mettre des grosses meules et des grosses frappes pour marquer, mais que juste le fait de placer ton ballon suffit à tromper le gardien, un peu comme le deuxième but de Salah, petite parenthèse qui est juste en toute décontraction. Ouais, c'est très beau à voir quand même, il faut le dire. Et là, du coup, Jonathan, tu te doutes que le fait que mon chouchou Marc m'a rassuré parce que je trouve, je l'avais dit, je crois que je l'avais dit à, je sais plus à qui, il manquait vraiment que le but pour qu'il fasse le match presque parfait parce que dans la débauche d'énergie, maintenant, les gens commencent à comprendre à quoi nous est utile aussi Kai Havertz et pourquoi il y a aussi beaucoup de déchets dans son jeu devant le but parce qu'il y a une telle débauche d'énergie tout au long du match que il y avait une stat qui était sortie il y a une semaine ou deux où on voyait le top 5 des joueurs du championnat anglais qui avaient parcouru le plus grand nombre de kilomètres depuis le début de la saison. Havertz était deuxième et il était entouré que de milieux défensifs. C'est quand même la preuve que c'est un joueur qui ne compte pas ses efforts. Et le but est vraiment très joli, pardon. Ça fait 4-1 et là on se dit, ouais, c'est. Mais la course est d'une intelligence Ouais, parce que tu aurais très bien pu penser qu'il reste dans l'axe et qu'il continue sa position 9 tout droit. ouais. Alors qu'il sait qu'il a Odegaard qui couvre derrière lui cette place-là et il va se mettre à un endroit où on l'attend pas. Et pour moi, la course est limite plus belle que la frappe, mais c'est surtout qu'en plus, il marque un but qui est bien plus compliqué que ce qu'il a raté en première Mm. mi-temps. Mais je t'avouerai que quand il fait sa course à droite, là, j'étais seul devant ma télé, je dis, mais il fait quoi le con? Et je dis, mais le jeu, il est pas là. Il faut que tu Ouais, ailles, pareil, faut que tu ailles devant le but. Pourquoi tu vas aller proposer un appel pareil. Tu vas où? Au poteau de corner? Je comprenais pas. Et après, bon, voilà. Voilà pourquoi il est Mais- professionnel. Et, ouais, et pourquoi j'adore ce joueur-là? Parce qu'il a vraiment une intelligence de jeu. Et j'espère vraiment qu'un jour, il sera reconnu à la hauteur de son talent, qui n'est pas d'un pur neuf, mais en termes d'intelligence de jeu, en termes de compensation d'espace sur les phases défensives, en termes d'investissement. Et d'ailleurs, j'y reviendrai parce que j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur lui juste après. Euh, L'intégration de ce joueur-là, moi, elle me plaît vraiment, vraiment beaucoup. On en profite pour faire des changements, très tardifs, il est vrai. Ødegaard cède sa place à Merino. Trossard cède sa place à Nwaneri. Et 90e, Lewis Kelly cède sa place à Calafiori. 90e également, Havertz qui sort pour Sterling. Et 93e, sur une des dernières actions et sur une ouverture de balle de Rice en une touche. La lecture du jeu de Rice, en fait, bah, sur le but de Nwaneri, ce qui est beau, en fait, il y a la vision de Rice en une touche. Et après, il y a l'insouciance de Nwaneri, parce que là, un but comme ça, c'est de l'insouciance. Il est en toute décontraction. Tu mènes 4-1. Alors, bien sûr que c'est Comme à beaucoup. l'entraînement. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. Mais en fait, c'est ce que tu aimes quand les joueurs ne sont pas encore Formé. formatés, tu sais, quand il y a encore cette part d'insouciance, de joie de jouer, de l'amour du foot dans sa version la plus brute possible, ça provoque, ça enroule. Bon, après, il doit jamais y avoir Parfait. but s'il y a un gardien, hein, bravo, mais là, par contre, c'est un manque de respect pour pour le football. Ortega, là, enfin, je suis désolé, même moi, je pense que je peux la sortir. Honnêtement, bravo Nwaneri, hein, mais Mais est-ce qu'il est pas, mais j'ai lu vos commentaires le long ouais, il du est match, mais est-ce masqué, qu'il il est est pas masqué? masqué. Est-ce qu'il, je sais pas. Ouais, enfin bon, là, c'est. Au moins, t'essayes quelque chose, quoi. Mais bon, bref, bravo à Oui, oui. Nwaneri. Mais voilà. Donc, Et je suis content. Vas-y, Jonathan.
Non, non, vas-y, Antoine, vas-y, finis. Je suis content parce que d'habitude, je reproche toujours à Arteta depuis 5 ans maintenant qu'il Depuis fait le- trop. Oui, qu'il mette beaucoup de temps à faire ses changements. C'est moins pire ces dernières années, mais ça, moi, c'est quelque chose qui me tend toujours. Pourquoi tu fais pas rentrer les mecs à la 60e? Mais hier, il y a une manière aussi d'envoyer un message en disant regardez, là, les 11, c'est vraiment les meilleurs. Et pour aller les chercher, là, tous les mecs sur le banc, parce qu'on a dit il y a des blessés, bon là, sur le banc, on avait quand même des joueurs, c'était pas des pecnos. Eh bien, regardez, il va falloir aller se battre pour aller chercher du temps de jeu. Je pense notamment aux joueurs qui jouent latéral gauche, même aux jeunes, Nwaneri, etc. Ok, même bon, Sterling, voilà, c'est différent, mais il va falloir y aller parce que ça, c'est mon 11 de départ et je vais jouer en gros tout le temps avec. Donc le message aussi, il est intéressant. Regardez, on n'a pas besoin de vous, on a mis 4-1 à City avec ces mecs-là. Et voilà, c'est aussi les grandes équipes, c'est aussi des formations comme ça soudées, on va dire, des 11 comme ça solides. Donc voilà. Et tu regardes la réponse de Nwaneri, qui avant ce match-là avait joué 641 minutes, avait inscrit 6 buts. Et ben là, il a joué 651 minutes, il en est à 7 buts. Ça fait un but par les match, toutes compétitions 92e, confondues. toutes les 92e minutes, toutes les 92 minutes, il marque. Bah, il a C'est un marqué à truc de 93. fou. Non, mais pour un remplaçant de luxe, c'est assez, C'est costaud. ouais, c'est assez costaud. Messieurs, je vous propose, alors on en a déjà parlé un petit peu, mais d'arriver sur vos coups de cœur. Euh, on va peut-être commencer par toi, Jonathan, puisqu'on en a quand même parlé tout au long de ce débrief. La réaction et les résultats. Euh, Tu voulais revenir un petit peu dessus, et ben la parole est à toi. Merci beaucoup. Jules, bah, au niveau réaction, c'est que on a eu cette frayeur quand Haaland a égalisé, mais tout de suite, l'équipe s'est pas posé de questions et a réussi à repartir. Je crois qu'il y a 105 secondes entre l'égalisation de Haaland et le but de Partey. Ça, c'est énorme. Et au niveau bah, de la confiance, ça fait beaucoup. Je crois qu'Antoine disait, à partir du moment où ils ont mis 2-1, on savait qu'on allait gagner. Mm. C'est un petit peu ça. Donc ça, je trouve ça génial comme mentalité. Et ensuite, il y a ce résultat. Ce résultat, c'est quand même un énorme boost pour la confiance de l'équipe et je pense à plusieurs niveaux. Il faut savoir que depuis qu'Arteta a pris les rênes du club en hiver 2019, on a eu 12 rencontres contre City, on a perdu 9 fois, on a fait 2 nuls, 4 victoires. Dans ces 4 victoires, il y a celle-ci et celle de la saison passée avec le but de Martinelli. Et après, c'est une victoire en FA Cup en post-Covid 2020 et un Community Shield. Donc, c'est-à-dire donc quand même pas grand-chose. Et là, après toutes les raclées qu'on s'est pris, on a pris des 4-1, des 5-0. Là, on arrive à les battre et à leur mettre un gros score. Donc, je pense que c'est déjà un gros statement. C'est vraiment c'est super pour le club. En plus de ça, on a on a un match très très compliqué qui nous attend dans 2 jours dans un stade hostile dans le nord de l'Angleterre. On est au mois de février et on ne pouvait pas rêver mieux pour monter à Newcastle qui reste sur une défaite. Donc ça pour moi, pour le club, bien plus que pour la saison ou quoi que ce soit, je trouve que c'est super. Alors bien sûr, on veut tous des trophées, ce genre de choses, mais je pense que cette victoire va faire beaucoup, beaucoup de bien au moral, va pousser les joueurs à mettre un dernier coup mercredi, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Après, ils ont 10 jours de break, on va bien se reposer et on finira la saison comme on peut. On a dit que le mercato finissait ce soir, on va voir ce qui se passe, mais génial cette victoire. C'est vraiment, on a marqué un grand coup en tout cas là. Et du coup, victoire qui enfonce Manchester City, Antoine. Oui, bah en fait, on dit ouais, c'est pas le Grand City, etc. Enfin, pardon, mais nous, quand on prenait 5-0 contre Manchester City, on jouait avec Cédric, Chambers, Oui, c'était pas le grand Arsenal non plus. Oui, oui, Kolasinac. oui, bien sûr. Là, pardon, mais leur équipe, c'est exactement la même que l'année dernière, qui a été championne, et la même qu'il y a 2 ans, quasiment, à peu de choses près, qui a fait le triplé. Donc, c'est un, un point de bascule, peut-être parce que, bon, vis-à-vis de Guardiola, c'est peut-être, voilà, au bout d'un moment, le management qui s'essouffle, d'accord. Mais on a réussi à inverser le rapport de force, ça s'est fait progressivement, d'abord en réussissant à ne pas perdre, puis en réussissant à gagner des matchs la saison dernière parce qu'on a eu aussi des défaites, les défaites encourageantes. Là, quand on perd 2-1 à domicile le jour du Nouvel An avec le but de Rodri, moi je l'ai encore en travers de la gorge cette défaite. Donc Pareil, pareil. euh, là, City, c'était vraiment pour moi en première ligue. Il y a Liverpool, il y a Chelsea, il y a Manchester, etc. Mais City,
City, c'est vraiment l'équipe que tu pouvais pas atteindre en quelque sorte. Et là, on leur en met 5. Et je trouve ce qui est génial, c'est à 3, on n'a pas été dans le. Voilà, on a insisté. Et on a continué. Et on a joué jusqu'au bout. Et le but à la 93e, c'est révélateur. Et ça doit nous donner des indications pour la suite de la saison. Si on veut être champion, il faudra aller au bout parce que ça jouera peut-être à un but, parce qu'on ne sait pas comment ça va être. Et aujourd'hui, on s'affirme comme ça. Donc, il y en a un peu marre d'être les deuxièmes d'eux. Et ce serait chier qu'on soit encore les deuxièmes d'eux cette année. Mais en attendant, on s'affirme comme une équipe régulière et une équipe qui peut enfin refaire peur aux autres. Et ça, déjà, moi, c'est quelque chose d'ultra positif. Surtout que cette Amy victoire-là, Lawrence a fait un article dans The Athletic aujourd'hui et elle disait à la fin, bah, tous les supporters gagnants, j'imagine, tu voulais pas que le match s'arrête en fait. Tu voulais que ça continue. Tu as vu 3 minutes au compteur, tu t'es dit non mais c'est bon, balance 10 minutes. ouais. Et non, c'était vraiment top comme feeling. Et cette victoire-là, en plus, et pourtant, vous savez que j'ai pas toujours été tendre avec Arteta, mais je trouve que c'est la définition de ce que Arteta veut mettre en place et du fameux trust the process, tu vois. Je pense que vraiment, dans ce match-là, on a vu tout ce que Arteta veut mettre en place depuis 5 ans. C'est-à-dire une équipe qui défend très bien, ça a quand même essayé de jouer au ballon. Je veux dire, les buts, même s'il y a eu des frappes contrées, etc., il y a du jeu, il y a de l'engagement, il y a eu des phases de jeu, parce que là, on est revenu sur les 5 buts que l'on marque, mais il y a la frappe de Martinelli aussi qui est arrêtée par Ortega un petit peu avant le cinquième, je crois. Il y a vraiment les deux arrêts de Raya, ok, mais t'enlèves ça, il n'y a pas eu de mise en difficulté vraiment de la part de City. Et, euh, et c'est ce match-là, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'est le match référence, parce que jusqu'à maintenant, on avait eu des mi-temps référence, mais on n'a jamais été constant sur un match complet. Là, bien entendu, qu'en première mi-temps, il y a cette partie de gestion qui me plaît pas trop, mais encore une fois, voilà, parce que quand il y a des temps faibles, bah, il faut savoir courber les chines et bien défendre. Mais là, en fait, on n'avait pas de temps faible, on a juste essayé de, de déjouer un petit peu, et ce qui n'est pas notre jeu, et c'était un petit peu déplaisant. Mais vraiment, là, pour le coup, chapeau à l'équipe, chapeau à Arteta, parce que le plan a fonctionné parfaitement. Après, c'est quand même la 7e défaite de City cette année. Je pense que c'est franchement jamais arrivé. Je crois que Guardiola n'a jamais dû prendre 5 buts en PL depuis qu'il est là. Je pense que c'est une première également. Donc voilà, c'est des faits qui sont assez marquants dans l'histoire moderne de la PL. Euh, Après, notre match hier, il est révélateur aussi de ce qu'on a changé cette saison, donc ses avantages et ses inconvénients, mais je trouve que c'est la gestion des temps faibles. Et hier, François Marshall dit un truc, alors il dit souvent des trucs très justes, mais il dit un truc très juste, c'est Arsenal qui, en gros, aime bien défendre. Et bah voilà, on n'a pas peur, parce que parfois, ils jouent à la balle comme ça, ils sont à nos 30 mètres, mais on n'a pas peur. Et il faudra réussir certaines fois à peut-être ne pas laisser trop jouer les adversaires, mais je trouve que on a vraiment progressé dans la gestion de nos temps faibles. Ça s'est vu hier. Clairement, ouais. La jeunesse dorée, je voulais y revenir dessus, mais vous l'avez compris, on en a parlé un petit peu avant. Ce que fait notamment MLS, qui lui a gagné pour moi sa place de titulaire, c'est assez impressionnant. On a Nwaneri qui joue à un poste où il y a bizarrement, je vais pas dire plus de concurrence, mais il y a Ødegaard en tant que meneur de jeu, et il y a Saka qui va revenir sur le côté droit, avec Martinelli qui pour l'instant a la priorité dans la tête d'Arteta, mais avec Doan le jeune qui n'a que 14 ans, mais qui est déjà très très prometteur. Et c'est là où je dis, si le club ne fait pas n'importe quoi, il y a quand même moyen d'envisager l'avenir, pardon, à moyen terme, de façon très, très intéressante. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur Havertz, parce que Antoine, c'est la première fois que j'étais avec moi sur le podcast, et que moi, j'aimerais avoir ton avis sur le joueur, parce que c'est un joueur qui était, quand je dis qu'il est clivant, c'est-à-dire que il y a ceux qui le supportent pas et qui le supporteront jamais, et il y a peut-être les gens comme moi je sais pas, qui le surestiment ou qui le protègent trop. Euh, Toi, tu en penses quoi? Quand il arrive à l'été 2023, ses 15-20 premiers matchs, c'était détestable. Moi, j'ai vraiment eu une haine terrible envers ce joueur qu'on a acheté 80 millions d'euros et qui avait dans son langage corporel qui dégageait des choses qui ne me plaisaient pas du tout.
Et déjà, moi, je n'ai pas compris son arrivée. Quand il est arrivé, je trouvais que pourquoi faire voilà, un joueur, on ne sait même pas quel poste il joue, il sait tout faire et rien faire à la fois. Bon. Donc voilà. Cette saison, il alterne le bon et le moins bon. Alors, ce qu'on peut lui reprocher encore, je trouve, c'est son inconstance. Parce que il y a un mois, Jesus lui prend sa place et on se dit bon bah Jesus, peut-être qu'on a retrouvé un vrai neuf et peut-être qu'il va s'installer à ce poste-là. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un joueur qui pense avant tout au collectif. Donc ça, c'est quelque chose de très important quand on a un projet de jeu global comme Arteta. Et c'est aujourd'hui quelqu'un qui, je pense, se font beaucoup mieux dans notre équipe qu'un vrai neuf, on va dire, qui pourrait être un peu détaché du jeu, peut-être un peu comme Jesus, parce que il apporte des choses. Quand je vois Odegaard et Havertz coordonner un peu le pressing devant, etc., c'est des choses ultra importantes. Même hier, Martinelli, par exemple, son match, il apporte pas forcément beaucoup offensivement, mais il fait quelque chose dans le placement. C'est des trucs simples, mais en fait, il empêche les autres de jouer. Et Havertz, c'est ça, c'est très intéressant dans le rôle défensif. C'est pas un tueur devant le but, ça on le sait et on le savait. Mais malgré tout, je trouve que par sa taille, il est capable de marquer des buts. Et de toute façon, on va finir la saison avec lui en tant qu'attaquant. Donc, voyons voir ce que ça va donner et voyons voir aussi dans quelle mesure il peut prendre ses responsabilités, même si encore une fois, je suis pas sûr que ce soit dans son caractère de s'affirmer comme le numéro 9 de l'équipe. Notre numéro 9, en fait, c'est plus Saka en quelque sorte, parce que c'est lui qui va prendre la responsabilité, qui va déclencher les choses, etc. Havertz, c'est une pièce parmi les autres du collectif, mais je pense que c'est le genre de joueur aussi où on se rend compte quand ils sont pas là, à quel point ils nous manquent. Voilà. Mais tu vois que de toute façon, Havertz est complètement introverti, hein. Tu parlais de son body language sur la première partie de la saison l'année dernière, c'est exactement ça. Il ira jamais te faire une célébration comme MLS a fait. C'est pas du Non, tout non, non. le, Mais à vrai dire, c'est il faut des pas joueurs du tout comme le ça. joueur. Enfin, voilà. Hein. Bah, c'est l'équilibre que tu as après dans l'équipe, mais il fait aussi un boulot énorme et il colle quand même beaucoup de cases pour Arteta, à mon avis, au poste de neuf dans toute cette dépense qu'il fait. Non, puis il a 25 ans, donc voilà, on peut considérer que c'est un joueur qui est encore en progrès aussi. Donc, Et c'est un joueur, pour le coup, vraiment très polyvalent qui a cette débauche d'énergie. Et tu as utilisé un terme avant, Antoine, euh, qui met le collectif avant toute chose. Et ça, c'est vachement intéressant. Et là où moi, alors encore une fois, je ne vais pas refaire le live sur Havertz parce que même pendant tu parlais des 15-20 premiers matchs, mais moi, pendant les premiers mois où il est arrivé et qu'il était effectivement très dégueulasse dans le poste dans lequel Arteta l'avait mis, moi, directement dans les premiers podcasts avec Richard, avec Axel, je me faisais défoncer parce que je disais toujours, mais moi, chez ce joueur, il y a vraiment quelque chose qui me plaît et parce que souvent, je le dis sur les spaces, etc., sur X, à la mi-temps des matchs. Et je crois que plus je fais des podcasts et plus je parle d'Avert et plus je commence à avoir ce défaut de regarder son jeu sans ballon. Et en fait, son jeu sans ballon, si vraiment un jour les auditeurs ont le temps par exemple, de regarder le match de City et tu regardes que les courses d'Avert. C'est un truc, il fait l'effort pour aller compenser, il revient sur les phases défensives, il vient mettre la tête, il est partout. Et, mm. et ce qui, moi, Alors, oui, bien sûr qu'on a besoin, si on veut aller beaucoup plus loin et qu'on veut gagner des trophées, je suis d'accord qu'on aura besoin d'un vrai neuf. Mais pour détrôner Havertz, je veux dire, prendre un vrai neuf, un serial buteur qui va peut-être te mettre 20 buts dans la saison, mais il faudra aussi compenser, si tu en remplaces Havertz, il faudra aussi réussir à compenser tout le travail qu'il fait sans ballon. Et ça, il faut aussi le mettre dans la balance. Et ce que je trouve, moi, super intéressant, vous parlez d'un joueur introverti, etc. Et ben moi, au contraire, je trouve qu'il est en train de se libérer. Et que d'un joueur qui est arrivé comme ça à tâtons, qui a coûté, tu le disais, 80 millions d'euros, euh, qui était clairement surpayé. Mais bon, PL, on commence un petit peu à avoir l'habitude. Au début, quand il marquait, il avait pas vraiment d'expression, ou quand un autre marquait, ben, il rejoignait ses copains, il faisait une petite tape sur la tête du mec qui avait marqué et il se replaçait. Là, tu vois, par exemple, sur le premier but de Garde, tu vois la course qu'il fait après sa passe D, tu vois qu'il a compris l'importance qu'il a eu sur ce but-là. Lorsqu'il marque, il vient faire sa glissade, il commence à avoir une libération des expressions qui est vachement intéressante. Et dans son intégration d'équipe, juste après qu'il ait manqué son occasion en première mi-temps, là où il tire à côté, on a un corner, je crois, une minute après. Et il y a Martinelli, Partey, Eudegaard,
Saliba, qui sont tous allés soit lui dire un mot, soit lui taper une petite tape dans le dos, etc. Et tu vois, bah, j'ai l'impression qu'à travers ce que moi je vois un petit peu extra ballon, il y a, il est vraiment intégré dans l'effectif. Et en plus de ça, euh, je trouve qu'il commence à avoir un amour du maillot et du club. Faut quand même le dire, dans l'équipe, on a, je vais prendre un exemple, Gabriel qui n'a jamais joué ailleurs qu'en PL. Qu'à Arsenal en PL. Il a joué à Lille, mais il vient pas d'un club concurrent. Saliba a été recruté par Arsenal, a été prêté à Saint-Étienne, a été prêté à Marseille, n'a jamais joué dans un autre club en PL. MLS, un enfant du club. Timber a été recruté, il vient des Pays-Bas. Euh, à part Rice qui vient de West Ham, euh, Havertz, il vient quand même de Chelsea, un club de Londres, concurrent, historique, etc. Et je trouve que dans ses démonstrations, de plus en plus, il est en train de. J'ai l'impression qu'il kiffe le club. Et ça, moi, qui suis Arsenal depuis les années 80, 95, 96, ça me fait kiffer ce genre de joueur-là, tu vois. Peut-être que les plus jeunes qui ont pris le train Arsenal dans les 5 dernières années ou dans les 10 dernières années vont pas forcément comprendre de quoi je parle. Mais, euh, mais ouais, moi, pour tout ça, ce joueur-là, je trouve ultra important, quoi, vraiment. Mais c'est marrant qu'on parle de ça et qu'on demande toujours un vrai neuf, que tu avais un vrai neuf sur le terrain hier. Le vrai neuf, il a touché 10 ballons. Mm. Havertz en a touché 37. 3 Haaland, ballons en il a première fait, mi-temps. Haaland, Avertz? il a fait, Haaland, non, 3 ballons en Ah, première Haaland, Haaland. mi-temps. donc 7 en seconde. Haaland a fait 2 passes réussies sur 5 tentées. Havertz en a réussi 26 sur 28. Donc, enfin, je peux continuer, hein, il y a pas mal de choses à dire, mais t'as l'impression qu'il coche toutes les cases à part la finition, en fait. C'est ça Ouais, c'est ça le hic. il coche pas toujours la finition, on va dire. Voilà, parce qu'il marque quand même des buts. Ça veut dire qu'il est pas, c'est pas un Il y a eu peintre non celui plus. contre Mais Brighton. Il y en avait mis un super, je crois que c'était contre Brighton, où il fait un petit lob qui était top. Mais voilà, il y a toujours ce point noir qu'on a vu en première mi-temps, quoi. et de toute façon, je pense que tant qu'il sera là et tant qu'on n'aura pas de vrai neuf qui prendra de façon indiscutable sa place. Et aujourd'hui, à part Isaac, je vois pas trop, vraiment. Euh, il sera toujours critiqué dès qu'il loupera un but. Mais je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et prendre l'ensemble de son œuvre dans un match. Et ça serait vachement intéressant de voir le nombre de duels défensifs gagnés de la part d'Averse, tu vois. Bah, Pour alors, un... de duel défensif, je sais pas, mais duel au sol, il en gagne 2 sur 3. Duel aérien, il en gagne 3 sur 5. Et je pense que les Ça 3 fait sur... un... Et je pense que les 3 sur 5 qui gagnent, c'est dans notre surface. Donc ouais, moi je trouve ça super intéressant. Euh, il est l'heure, messieurs, d'arriver sur les flops et les tops. Et du coup, choisir, c'est renoncer. Alors, les flops, franchement, on va essayer d'être créatif et de et d'en trouver. Et les tops, par contre, je trouve que le choix, il est cornélien. Et ben, je vais vous demander d'argumenter. Alors, on commence traditionnellement par les flops s'il y en a, pour garder le meilleur pour la fin. Jonathan, est-ce que tu as un flop ou des flops? Non, j'ai pas de flop. Si j'en avais un, ça aurait été le manqué d'Averse en première mi-temps, parce Oui, que mais c'est quand non. même une grosse occasion. Mais ça serait un petit peu injuste quand tu compares ça au reste de la prestation. Ok. Antoine, est-ce que tu aurais un flop? Compliqué, compliqué de dire un flop quand on a gagné 5-1 contre Manchester City. Ouais. Éventuellement, je pourrais juste dire Saliba sur son but qui se rate un peu, mais il n'y a pas de flop global hier. Moi, j'en ai trouvé un. L'état de la pelouse de l'Emirates. Ah bon? Ouais, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais elle était, alors je vais pas dire chaotique, hein, mais je pense qu'il a dû beaucoup pleuvoir à Londres ces derniers temps, Oui, bon. plus qu'à l'accoutumée, et tu le vois notamment, tu sais, sur la partie de côté où les joueurs s'entraînent.
C'était très boueux et il y avait plus d'herbe. Et en fait, tu regardes, quand tu regardais sur certains gros plans, sur le terrain, c'était pas tout à fait très vert, quoi. Il manquait beaucoup d'herbe. Voilà. Quand C'était on en est à vraiment, dire que le flop, c'est vraiment le ouais. bas-côté de la Ouais, pelouse mais de voilà, mais fallait en l'Emirates, un trouver peu un, tu vois, boueux. fallait en trouver un. Tu vois, et quand t'as un grand club, il faut aller chercher, tu vois, l'excellence. Non, mais sinon, non, aucun flop. Aucun flop. Allez, si je devais encore en dire un, le niveau de City, parce que j'aurais aimé péter City, mais dans un grand City. Mais Si, voilà. en vrai, la célébration de Nwaneri, je trouve qu'elle est nulle, cette célébration. Ouais, il doit se lâcher, il doit courir dans les tribunes, Non, il mais doit... cette célébration là où ils mettent les deux mains sur le côté, tous les jeunes joueurs ils font ça, moi je trouve que c'est à chier. Voilà. Voilà. Moi, craque ton short, va casser le poteau de Mais corner. oui, c'est ça, déchire ton maillot, montre tes muscles et va sauter dans les. Saliba, pour ça, il est très très bon Ah ouais, non, mais d'aller quand chercher il y le a public. but, tu vas. Enfin bref, voilà. Bon, voilà, les auditeurs auront compris que, bien entendu, sur un match comme ça, il est clairement pas possible de mettre un flop. Parlons des tops maintenant, messieurs. Allez, on va laisser le petit jeune, le petit nouveau Antoine, nous parler de ses tops maximum 3, Antoine. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, mais Odegaard d'abord, parce que en fait, c'est lui qui décide à chaque fois dans l'équipe, c'est lui qui impose le tempo. Donc, on parlait d'Avers tout à l'heure sur le côté parfois importance jeu sans ballon. Alors, il marque Odegaard, mais j'ai envie de dire, sans parler de ses stats, c'est dans ce genre de match où quand il dit on va les chercher, on y va ensemble, il décide tout. C'est lui qui, par des passes, va va casser le rythme, va faire des choses un peu extraordinaires. Et dans cette continuité, du coup, Rice aussi, parce que Rice, hier, sur les renversements, notamment ça se voit sur le but de Nwaneri, mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Son jeu en pied, et encore une fois, c'est un joueur, je trouve que dans son rôle un peu plus haut sur le terrain, quand il a parté en couverture, c'est là où il est excellent, c'est là où il apporte énormément. Et moi, je trouve encore hier, dans les grands matchs, Rice, c'est extraordinaire. Et puis, on peut pas passer à côté de Lewis Skelly parce que bon, mais certes on en a beaucoup parlé, mais obligé de le mettre dans les trois de par son but et de par tout le caractère qu'il a pu montrer sur le terrain, même si il a peut-être certaines fois eu un peu de carence défensive. Je trouve que malgré tout, il est hyper intéressant dans la construction du jeu et il a pas eu peur hier et ça c'est hyper louable pour un mec de 18 ans quoi. Ouais, parfait. On voit l'homme de métier. Jonathan. Pour moi, ce sera Thomas Partey. Je pense qu'il a fait son meilleur match avec Arsenal, dont j'ai été témoin en tout cas. Ça a été vraiment une performance fantastique. L'année dernière, ou même quand on recrute Merino cet été, on avait fait des épisodes ensemble, Raoul, moi je voyais vraiment Merino intégrer le 11 aux dépens de Partey et forcé de constater que la différence est abyssale, même s'ils Rappelez-vous ce n'évoluent que pas au même j'avais dit. poste, on rappelle. Mais même sans son but hier, moi, c'était sa présence au milieu, tout ce qu'il a ratissé. J'avais l'impression de voir un Vieira des grandes heures, avec ses grandes jambes là. Il récupère tous ces ballons autour de lui. Il fait des passes au laser, des longues passes en plus, à plusieurs reprises, qui étaient vraiment exceptionnelles. Je me suis régalé en fait à regarder jouer Thomas Partey hier. Deuxième top MLS parce que Thomas Partey là il a ses fleurs parce que bon bah il pose quand même la masterclass depuis qu'il est au club et ça fait quand même très longtemps qu'il est au club, hein. Je crois que c'était une des premières recrues vraiment d'Arteta à l'été 2020. MLS, il sort des trucs qu'on n'attend pas de lui. Il va au-dessus des attentes. Il va vraiment au-dessus des attentes et performance taille patron et Raya parce qu'il a fait le job, hein. Je pense que dès la 22e minute, on pensait à toi, Raoul, hein. On voulait tous te texter sur Discord et Mais je l'ai dit, venir te titiller. vous avez vu ce que j'ai dit. Encore une fois, moi j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible. Et Raya, sur un match comme ça, ok, j'ai aucun problème. Il fait des arrêts décisifs. Il fait pas il y a eu aucune relance au pied où il a mis quelqu'un en danger. Donc voilà, donc un match constant du début à la fin, des arrêts décisifs. Sur le but, il y peut rien. Ok, soit. Moi, mets-moi un Raya comme ça tous les week-ends ou tous les matchs, j'ai aucun problème. Maintenant, la constance, elle reste, pour moi, elle reste là. Donc voilà, Partey, Euh, MLS, Raya. ouais.
Moi, je vais tricher Et parce toi? que j'ai le droit, c'est moi l'animateur, je vais tricher. Parce que je vous disais que choisir, c'est renoncer et qu'ils sont quand même beaucoup. Donc, je vais mettre Raya. De toute façon, je l'avais dit hein, que Raya, pour moi, c'était un 9 sur 10 sur un match comme ça. Je vais mettre la paire Partey-Rice. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de les dissocier parce que Partey a fait un excellent match. Rice a également fait un excellent match. Et en plus de ça, j'ai aimé comment dirais-je, le fait que Rice, il assume les raisons pour lesquelles il est chez nous. Il a dit dans une interview, il a dit, c'est pour ces matchs-là que le club m'a recruté et je veux élever mon niveau sur ces matchs-là et je veux apporter ce niveau-là à l'équipe. Et donc, du coup, moi, les deux, je peux pas j'ai vraiment du mal à les dissocier, pardon. Mais Et t'as raison. pardon? Parce que t'as raison, parce que Rice fait aussi un bon match parce que Partey joue comme ça, et Partey fait un bon match aussi parce que Rice est Ouais. comme ça. Je Bah, trouve que t'as raison. les deux se mettent vraiment en valeur. Un peu comme la paire Gabriel-Saliba, en fait, finalement. Quand ils sont pas ensemble, ils sont moins Ouais, c'est ça. monstrueux, je trouve. Ça, c'est ça, c'est ça. Et pour terminer, hmm, j'ai quand même mettre Havertz, même s'il a loupé son but, désolé. Euh, Même s'il a loupé l'occasion. Parce qu'encore une fois, je pense que on se rend pas assez compte de ce qu'il fait sans ballon. Et que moi, c'est aussi ce que j'aime. Voilà. Bon, ceci étant dit, on est fan d'Arsenal et le problème, c'est qu'on connaît Arsenal et on connaît les travers d'Arsenal, on connaît les travers de notre club et que dans 2 jours, il y a déjà un autre gros match qui arrive avec un déplacement compliqué dans un stade qui sera chaud bouillant à Saint James Park, tu le disais avant, Jonathan. Cependant, Newcastle, les 2 derniers matchs à domicile, c'est 2 défaites. C'est une défaite 4-1 et une défaite 2-1, je crois. Et messieurs, j'ai envie de vous entendre un petit peu sur ce que l'on est, j'allais dire, en droit d'attendre, ou peut-être plus objectivement, ce que l'on attend du club. Parce que ce que l'on a en droit d'attendre, c'est qu'en termes d'équipe, etc., même à Newcastle, même dans l'enfer de Saint James Park, on est en droit d'attendre que l'équipe se rattrape du match aller qui était complètement dégueulasse et qu'on se qualifie pour une finale et avec la possibilité d'aller chercher un trophée. Maintenant, j'ai tendance à dire que si on reproduit le même match que hier, franchement, si on arrive à marquer le premier but en première période, j'ai aucun doute là-dessus. Il faudra un grand duo Gabriel Saliba pour maîtriser Isaac, mais j'ai aucun doute là-dessus. Mais on connaît aussi l'inconstance d'Arsenal et aussi la capacité à reproduire des matchs références. Donc voilà, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, messieurs. Moi, je ne suis pas totalement serein. J'ai envie d'y croire, vraiment, sachant que Newcastle, ça va défendre très bas. Ça va défendre le résultat et ça va jouer avec Gordon, avec Isaac, et ça va aller très très vite devant. Donc voilà, vous en pensez quoi, messieurs, et qu'est-ce que vous imaginez? Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on soit éliminé. J'y crois pas du tout. Honnêtement, j'y crois pas du tout parce que l'équipe, c'est là où je trouve où c'est notre gros point faible, c'est d'être capable de jouer des grands matchs à l'extérieur, que ce soit en Ligue des Champions ou sur ces matchs-là couperés, dans des chaudes ambiances. Et là, pour moi, à l'heure actuelle, cette équipe, elle en est pas capable. En fait, c'est tout Ah ce qu'on a ouais, dit par j'ai eu rapport à peur. Manchester City, euh, sur le côté notre jeu, etc. Bien, bien en place, bien scolaire et tout, bien Arteta, très bien. Mais dans ce genre de match mercredi, c'est pas le jeu scolaire, c'est pas. Et pour moi, on n'a pas la qualité pour rattraper 2 buts. Si on était sur un match nul, d'accord. Mais là, rattraper 2 buts, moi, j'y crois pas du tout. En face, ça fait 3 semaines, on va dire, qu'ils peuvent penser à ce match, à se concentrer vraiment sur ça. On va dire, entre temps, je veux pas dire que c'était pas important, mais nous, on a eu d'autres enjeux en championnat. Et moi, j'ai du mal à y croire pour plein de raisons, parce que je trouve que ce sera à nous de faire le jeu, parce que dans ce genre d'atmosphère, je pense qu'on se fait charrier et c'est là où on va voir aussi le caractère de certains jeunes joueurs. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais ça me paraît très compliqué. En plus, 3 jours après un gros match contre City, non, j'y crois pas. Et qu'en plus de ça, pardon, Jonathan, je me permets juste de reprendre la parole avant de t'entendre. C'est que on fait un gros match face à City, mais City n'a pas fermé le jeu.
et n'a pas mis de bloc bas. Oui, voilà, c'est ça. Et que on a quand même une faculté à ne pas se sortir de bloc bas qui est assez impressionnante, quoi. On n'a toujours pas trouvé la solution. Et moi, je trouve que c'est assez affolant. Et je pense que clairement, Newcastle qui a vu le match d'hier, eux, il faut surtout pas qu'ils ouvrent le jeu, quoi. Ils vont jouer peut-être pas bloc bas, mais bloc médian, mais à, à une ligne de 5 ou une ligne de 4 une ligne de 5 avec Isaac seul en pointe, et sur les ballons récupérés, ça va partir très vite devant. Donc aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la solution pour maîtriser ce genre d'adversaire. Et c'est là où je suis, moi, un petit peu perplexe. Mais même si encore une fois, précisons-le, Antoine, hein, c'est pas parce qu'on dit qu'on n'y croit pas ou qu'on y croit peu qu'on n'espère pas et qu'on ne le souhaite pas. Bien sûr, bien sûr. C'est la différence entre être supporter et dans l'analyse aussi, quoi. Jonathan, dis-moi. Pardon, Antoine, tu voulais rajouter un truc. Non, juste la composition d'hier, c'est exactement la même équipe qui a perdu 2-0 contre Newcastle début janvier. Exactement. Voilà, c'est tout. Eh ben, tu vois, comme quoi. Hein. C'est pas pour plomber l'ambiance, vas-y Jonathan. Démerde-toi avec ça. Allez. Non, mais c'est vrai que tu mets le match de hier de côté. Je pense que la tendance est quand même pas bonne pour ce match-là, où il y a un gros problème, moi je trouve, de caractère et de mentalité dont on a discuté plein de fois avec Raoul, et je vais revenir sur les mêmes matchs que d'habitude. Moi, celui que j'ai entre les dents, enfin en travers de la gorge, c'est le 4-2 contre Leicester, je crois que c'est le mois de septembre ou octobre, où on mène 2-0, ils reviennent 2-2, et on gagne dans les arrêts de jeu. Ça m'avait vraiment rendu dingue, quoi, qu'on Oui, mais on puisse. gagne. Oui, mais on gagne. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé beaucoup plus récemment On passe pas de contre Villa. eux encore, si je ne m'abuse, voilà, où on mène 2-0, on se fait reprendre 2-2, et il nous reste encore 25 minutes à jouer derrière, on fait rien. Et c'était vrai que moi, j'avais un petit peu cette ombre au-dessus du jeu du club qui est comme ça depuis un petit mois et demi, 2 mois, qui est quand même très négative. Et, et donc, la vibe pour le match de mercredi n'était pas bonne. Là, tu te dis, bon, l'équipe est crevée, on le sait. Havertz, il enchaîne les 90 minutes, on le sait. Là, voilà, on a fait une super perf hier. On va affronter quelque chose de complètement différent mercredi soir, mais aussi avec un état d'esprit, je pense, qui sera vraiment différent. On va y aller là-bas, le couteau entre les dents. Euh, Si on arrive à en mettre un dans les 15 premières minutes, la physionomie du match va complètement changer. Première période. Donc, Il faut qu'on marque en première période. Donc il faut vraiment il faut vraiment faire le job dès que possible. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre, même si on mène 1-0, il faut aller chercher le 2-0 tout de suite. 3-0, ça va très vite, donc il faut aller la chercher. On n'est pas loin d'une finale. Alors oui, c'est la Carabao Cup, c'est pas aussi prestigieux que la FA Cup ou que la C'est un Première Ligue, trophée, hein. mais là on peut pas faire des choix de riches là. C'est un trophée. Il faut aller chercher tout ce qu'on peut. Si en plus ça pouvait être une finale contre Tottenham, bon, ce serait vraiment, on aurait l'occasion, non mais de vraiment marquer quelque chose aussi. Donc parce que Liverpool, on se bat déjà contre eux en championnat, donc ça va jouer dans la tête plus que dans les jambes pour moi. Et là, dans la tête, on est plutôt pas mal. Donc je veux y croire et Après, je me lèverai et je ferai l'effort de me lever à 3h30 pour voir le match. tu pourras le voir du coup? C'est bon, j'avais vu le match aller, donc Ah il est bah oui, diffusé. ouais. Sur une Et chaîne un petit peu dodgy, mais il est diffusé. on parlait de ressources physiques ou de forme physique. Je veux dire, là, on calcule pas. Je veux dire, dimanche prochain, on joue pas de nouveau un gros match, etc. On a 10 jours derrière. Là, tu dois te mettre minable et tu dois. Alors, par contre, je pense que une des conditions à la qualification, c'est le clean sheet. Je pense que si Newcastle en met un, ça va être très très compliqué. Après, je me suis pas penché dans les règlements, mais si on gagne de 2 buts 3-1. d'écart, ouais, bon, 2-0, 3-1, 4-2, on s'en fout. Il y a Ouais. prolongation, il y a directement tir au but. Je pense qu'il y a plus la règle du but à l'extérieur. Ouais, ouais, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a prolongation ou est-ce qu'il y a directement la séance de tir au but? Ah, bah alors ça c'est une bonne question. Je crois je crois que c'est directement les tirs au but. Et on se rappelle quand même De la dernière fois que ça nous est arrivé. de la fameuse séance de Raya.
qui plongeait tellement loin qu'il sortait du but avant que le joueur mancunien ne tire. Après, voilà, on est tous d'accord pour dire qu'on espère une qualification, qu'elle va être très dure à aller chercher, qu'en reproduisant ce type de performance, tu peux aller la chercher. Et je vais répéter aussi ce que je dis à chaque fois, c'est soyons sûrs de nos forces. En fait, c'est ce que moi je reproche à Arteta et à l'équipe. En gros, Antoine, je reprends toujours l'exemple, moi à l'époque des Invincibles, on jouait en 4-4-2, on avait toujours le même 11 de départ. Nos adversaires nous connaissaient par cœur et pourtant, bah, on gagnait, ou en tout cas on ne perdait pas. Et quand on était mené, on revenait parce qu'on était tellement sûr de nos forces que, à un moment donné, on avait ces éléments déclencheurs. On avait aussi les meneurs, les leaders d'équipe, Vieira, Henry en attaque, qui faisaient qu'on était capable. Et moi, je suis persuadé que si dans la mentalité de l'équipe d'aujourd'hui, cette équipe euh, a conscience de ce qu'elle est capable de produire et qu'elle a conscience de ses forces, on peut aller très loin partout. Sauf que moi, les matchs que j'ai vus, notamment à l'extérieur, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai froncé les yeux quand tu disais notre capacité à faire des bons matchs à l'extérieur, etc. Moi, j'ai vu le Milan, c'était dégueulasse, quoi. En termes de jeu, je crois que j'aurais pu dormir au stade pendant 3 jours, on n'aurait toujours pas marqué. Enfin bref. En tout cas, on va regarder ça avec attention. On fera forcément un débrief à l'issue de ce match-là. Et puis après, on aura le temps de se reposer et puis de faire aussi des émissions un peu plus spéciales, notamment sur les points mercato, le bilan, la dernière ligne droite, etc. Le point mercato, pour terminer, messieurs, c'est le dernier jour. Il se termine à 23h. 23h 23h59 23h 23 heures logiquement, mais 23 heures. On va avoir de tout et de rien sur les réseaux toute la journée. Moi, Jonathan, ça fait 3 semaines que je te dis que je pense qu'on fera un mercato vierge. Antoine, toi aussi, de par ton job, tu en penses quoi? bon, en fait, je trouve que là désormais de toute façon c'est trop tard, qu'on n'a pas forcément d'intérêt à recruter parce qu'on est équipé. On peut redire peut-être qu'on aurait pu essayer d'aller chercher un neuf pour densifier devant derrière Avert, sauf que le problème c'est qu'on va chercher qui pour l'intégrer comment. Donc je pense qu'on a notre équipe, on a de la densité en défense et au milieu de terrain sans problème. On peut considérer que ça peut être un peu léger sur le Devant. front de l'attaque, mais autant partir sur un vrai neuf qui est recherché et avec un projet travaillé cet été. Et voilà, si jamais Avert ne donne plus satisfaction, on peut faire jouer Trossard, on peut faire jouer Martinelli. Voilà, on a quand même des joueurs et puis Saka va revenir et Nwaneri explose et on a Sterling. Donc malgré tout, voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à recruter. Petite dédicace à Richard. On a parlé de Sterling. Richard Bah, supporte le pas truc, du c'est tout Sterling, c'est pour ça. on a cette discussion le dernier jour du mercato, et moi, c'est ça qui me gonfle plus qu'autre chose, c'est que si, de toute façon, s'il fallait faire quelque chose, on t'attaque début janvier. Là, on attend le dernier moment et je suis encore frustré du mercato de l'été dernier où tu te sépares de Ramsdale, tu récupères Neto et Sterling entre le mercredi et le vendredi soir, quoi. Alors que le mercato d'été, bien qu'il y ait l'Euro, dure quand même 2 mois et demi. Et, ben, et donc, bon, on n'achète personne, c'est comme ça, c'est comme ça. Autant peut-être garder ses balles pour cet été, si tu fais un peu ton deuil, hein, si tu es prêt à faire ton deuil de la fin de saison et qu'on se dit, bon, bah, la deuxième place, ça sera déjà. Il n'y aura pas de régression si on finit à la deuxième place. Soit. Par contre, qu'est-ce qu'on fait sur les ventes, quoi? Zinchenko, qui est toujours. Enfin, il y avait des occasions de faire de l'argent qu'on n'a pas faites. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un Ah, problème au niveau de la direction notamment sportive Zinchenko à et des Dortmund, ventes? c'était quand même une piste assez intéressante apparemment. Et il y avait Ouais. le départ je vais dire de Juninho, n'importe quoi. Non, Jorginho, mais De Jorginho, le truc, Jorginho. c'est que on a déjà Partey qui est en fin de contrat cet été, Jorginho qui est en fin de contrat avec une année en option. Pour moi, tu peux pas te séparer des deux. Donc, qui parte à Flamengo, bon, tant mieux pour lui, mais ça, je pense, c'est pas là qu'il y a de l'argent à faire tout de suite. Il y a de l'argent à faire en arrière gauche. Après, si ça se trouve, je touche du bois, mais qu'on n'ait pas de des blessures sur le côté gauche où on se retrouverait un petit peu en situation problématique, mais. Mais Zinchenko, c'est encore quelqu'un sur qui on peut faire 20 millions. Donc, qu'on le fasse maintenant,
Oui, plutôt bien que le sûr. mec se reblesse, qu'il joue pas depuis jusqu'au mois de juin et qu'on le vende pour 5, quoi. Ah, très clairement. Et Donc, puis moi, mettre 60 millions sur Cunha ou 60 millions sur tel, le jeune du Bayern, pour moi, c'est un grand nom. Bah, personnellement, je trouve que ça serait une aberration de faire ça et d'impacter le mercato d'été l'année prochaine. Par contre, des recrutements d'opportunités pas chers entre 15 et 20 millions, ou on va dire aux alentours des 20 millions, pourquoi pas? Et je reprends la discussion que j'avais eue avec Louis sur le cas Cherki, qui est un joueur, pardon, pas un attaquant, mais un joueur offensif qui pue le foot, mais il y a un vrai problème de comportement et de régularité à Lyon. Mais encore hier, on voit que contre Marseille, il délivre une passe décisive qui, voilà, il sait faire. Et à 22 ou 23 millions, est-ce que c'est pas ce genre de pari-là que tu peux faire si par exemple tu arrives à vendre Zinchenko, tu fais une opération blanche. Antoine, t'as pas l'air super motivé, mais mais là, le et voilà. truc, c'est Après, que il y a moi, pas. Cherki, j'ai toujours dit, de toute façon, pour moi, ça sera une carrière à la Ben Arfa. Je le maintiens. Mais est-ce que peut-être il peut y avoir un miracle Arteta qui arrive à le canaliser et à le mettre en confiance? Voilà, c'est plus là-dessus que j'irai parce que en termes d'attaquant, on n'ira chercher personne. Et si vraiment c'est recruter et mettre 60 millions sur la table pour un attaquant, pour dire j'ai recruté, je trouve que c'est une aberration, quoi. Vraiment. Mais Enfin, on là, verra. attention, Il y a les Matistel attentes qui va qu'il va arriver y ce soir. Ouais, mais à 60 attention, millions, les tu les attentes mets, toi, qu'il va y Antoine? avoir pour Non. Bah voilà. les attentes qu'on va avoir pour cet été vont être énormes. Tu n'auras rien commencé à faire, tu n'auras pas commencé à vendre, et tout le monde va attendre du gros calibre, hein. Parce qu'il y a Zubimendi qui est déjà dans les tuyaux, mais au niveau offensif, il va falloir que ça bouge d'une façon ou de l'autre. Donc, Bah, moi, aujourd'hui, le seul qui soit Arsenal compatible, je trouve, moi, pour moi, c'est Isaac. Vraiment, hein, c'est le seul, hein. et surtout, il y a du boulot. Kivior, Tomiyasu, Zinchenko, Trossard, tous ces joueurs qui sont un peu en eau trouble. Qu'est-ce que t'en fais? Enfin, au-delà de l'entrée d'argent, ça Tomiyasu, fait du boulot. Je m'en débarrasse, clairement. Et Le tu mec, t'en débarrasses à qui? Tu t'en débarrasses à qui? il lui reste combien de temps de Tu le contrat, donnes? Tomiyasu? Tu casses le contrat? Je crois qu'il en a jusqu'à 2027, un truc comme ça. Ah putain. Ça va, Ouais, Tomiyasu, Tu fais il est pas quoi? unijambiste non plus. bah, après, hein. Au pire, Il n'est pas ni après jambiste, très payant. bien, mais on l'a pas vu depuis combien de temps? Je crois qu'il a joué 6 minutes au mois d'octobre. Alors j'entends que Bah, ça pas ni jambiste, mais s'il est toujours blessé, on ne sait même pas ce qu'il a, le mec. Il n'y a même plus d'update par rapport à lui ou quoi que ce soit. en fait, il est en déprime. Il en est tellement marre d'être blessé qu'il est en dépression. Et c'est plus mental que physique maintenant. Bah, en tout cas, on verra bien. De toute façon, on va faire l'apéro AFC ce soir sur X, dans un space 20h, 22h. Donc, du coup, je pense que on essaiera d'avoir les dernières infos, notamment avec Louis, qui doit suivre ça de très près, qui vit ce mercato d'hiver depuis le premier Profondément. jour. Ah ouais, Louis s'est mis en PLS au premier jour du mercato. En tout cas, c'est bien parce qu'on a toutes les infos et les rumeurs, mais le pauvre, je crois qu'il n'est pas prêt à retrouver le moral. Messieurs, merci. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose pour conclure? Bon, Non. c'est bon, Ok. merci. Bah voilà. Mais en tout cas, Antoine, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Eh bien, merci à vous. Si peut-être vous inviter, on le dit toujours, donc déjà vous remercier les experts du jour d'avoir répondu présent et inviter les auditeurs à nous suivre sur les différents réseaux. Vous savez qu'on est toujours présent sur Facebook, sur X et sur Instagram. Et je mets vraiment un point d'honneur à vous rappeler d'aller toujours consulter notre site internet. Jonathan a fait un énorme travail d'avant-match qui était plus que précis, détaillé. Et encore une fois, je vous rappelle, ils sont bénévoles et l'article était vraiment top en avant-match. Et Louis a également fait un article qui est sorti hier. euh, sur les raisons de nos difficultés, un vrai travail également de recherche, de synthèse, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire ces articles. Certains sont très longs, c'est vrai, mais valent le coup d'être lus. Et puis c'est aussi une juste reconnaissance du travail et de la dévotion qui est faite par nos bénévoles. Les notes du match sont également dispo sur le site. Vous pouvez aller mettre vos propres notes. Ça permet aussi de pondérer notre euphorie du moment, puisque les notes sont très flatteuses.
On peut dire ça comme ça. Je crois que Louis a mis 2 10. Je crois qu'il a mis un 10 à Partey et un 10 à Louis Kelly. Louis Kelly, ouais. Donc voilà, donc j'ai vu ce matin qu'il y avait déjà des gens qui ont dit ouais les gars vous abusez, mais on a aussi le droit d'être dans l'euphorie. Laissez-nous ça. Des fois, Oui, non, mais Il faut sinon, savoir vous que les allez. les notes sortent en 1 heure, donc Et on elles est sont encore à faites, tête dedans quand on les met. elles sont faites à chaud, ouais. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez, chacun peut voter en son âme et conscience, donc n'hésitez pas. Messieurs, je vous souhaite une belle semaine. Je vous donne déjà rendez-vous sur Discord dans la journée et notamment mercredi pour soit vibrer, soit déprimer ensemble. Et puis à très bientôt. Come on, Gunners! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.